Bonjour à tous, chers amis. Bienvenue au Bulletin sportif sur le plateau. Mon nom est Simon Paradis-Lacroix et aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de recevoir en studio 6 collaborateurs chevronnés qui sont allés sur le terrain recueillir des témoignages en provenance de toutes les sphères de la planète sportive. On va jaser e-sports avec Olivier Lamoureux. Maxime England viendra nous parler d'un tournoi de hockey caritatif au profit des Grands Brûlés. Avec Alexis Gauthier-Gagné, on va explorer la dure réalité de la conciliation études-sport au niveau collégial. Avec Yaël Masboursier, on va parler de la santé physique et mentale des joueurs de basketball. Avec Alicia Flageol, on va parler d'un club de cheerleading trifluvien qui a définitivement le vent dans les voiles. Mais d'abord, je suis avec Jules François pour dresser le portrait d'un footballeur au parcours fort spécial. Bonjour Jules. Bonjour Simon. Tu t'es entretenu avec un dénommé Enzo Dioulou. C'est qui ça? Parle-moi de lui. Alors Enzo Dioulou, c'est simple, c'est un joueur universitaire qui a fait un parcours assez atypique et qui est passé par les Gaïas du cégep de Jonquière. Comment est née sa passion pour le football? Alors Enzo Dioulou, sa passion, elle naît assez jeune, à l'âge de 9 ans. C'est avec ses cousins qui découvrent ce sport, notamment à travers le flag football, qui est une version du football beaucoup plus light que le football au contact. À partir de 13 ans, tout de suite, il est lancé dans le grand bain et il découvre en fait le full contact, donc le football qu'on connaît avec l'équipement et tout ce qui amène, et avec son équipe, les Météores de Fontenay-sous-Bois, qui sont encore derrière lui, encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'Enzo décide de quitter sa patrie pour aboutir jusqu'ici à Jonquière? Alors Enzo Dioulou, en fait, son parcours, c'est ce que je disais plus tôt, il est assez atypique. C'est que, il a tout d'abord voulu aller aux États-Unis. Enzo Dioulou, c'est quelqu'un qui avait vraiment cette envie-là d'aller aux États-Unis, de découvrir le sport universitaire américain. Sauf qu'il s'est vite trouvé face à, on peut le dire, un mur parce que pour rentrer dans une équipe universitaire américaine, c'est très compliqué. Et donc, il a choisi l'alternative d'aller au cégep de Jonquière, en passant en fait, notamment par le recrutement du cégep de Jonquière. Tout d'abord, Tedford Mines l'avait contacté, mais lui avait refusé. Et le cégep de Jonquière lui avait proposé une vraie conciliation travail-études, et c'est ça qui l'avait motivé. Et maintenant, en conclusion, pour qui il s'aligne maintenant? Comment s'est déroulée sa saison? Alors, très rapidement, il s'aligne pour l'université Laval, université à Québec. Sa saison se passe très bien, c'est une très bonne saison de premier rookie. Il a déjà marqué 2 touchés et compte à son actif un blocage de beauté. Et en une phrase, qu'est-ce qu'on lui souhaite pour la suite? On lui souhaite une très bonne suite à Enzo Dioulou. Ça a l'air d'être quelqu'un qui a vraiment des ambitions et qui souhaite réussir dans sa vie. Merci Jules. Je suis maintenant rejoint en studio par Alicia Flageol. Bonjour Alicia. Bonjour. Tu es toi-même une ancienne membre du club de cheerleading TR Cheer. J'aimerais que tu m'expliques qu'est-ce que c'est TR Cheer. En fait, TR Cheer, c'est une association de cheerleading compétitif de Trois-Rivières qui est présente depuis près de 10 ans maintenant. Et son copropriétaire, Yohan Kazadi, la qualifierait même comme une grande famille où il priorise toujours l'ambiance avant les résultats. Qu'est-ce qui t'a incité à te pencher sur ce sujet? En fait, c'est qu'en avril dernier, au championnat national de cheerleading, ils ont remporté un total de 6 médailles d'or, soit avec toutes les équipes de leur association présentes à la compétition. Ils ont ensuite remporté une 3e place au monde avec leur équipe mondiale Beast et le titre de meilleure équipe au Canada à la prestigieuse compétition des Canadian Finals avec leur équipe Bad Legends. Et ça fait maintenant 2 fois sur 4 participations qu'une équipe de l'association remporte ce titre. J'ai eu vent que le club avait récemment procédé à des grands changements. Est-ce que tu peux m'en parler? Oui, en fait, ils ont déménagé d'endroits de pratique où ils sont rendus avec 2 espaces de pratique plutôt qu'un. Ça leur permet d'offrir des services beaucoup plus spécialisés à leurs athlètes et d'avoir plus d'une équipe qui pratique en même temps. Ils ont ensuite rajouté 4 nouvelles équipes à l'association, soit 2 équipes de pré-compétitif, une équipe de compétition nationale et une équipe de compétition au niveau mondial. Ils ont ensuite fait un partenariat avec le Collège La Flèche et l'Académie des Estacades de Trois-Rivières pour offrir respectivement un cours d'éducation physique et un programme de concentration de cheerleading. Et Yohan expliquait que tous ces changements-là leur permettent d'offrir encore une fois des services beaucoup plus spécialisés pour leurs athlètes et personnalisés et de faire un meilleur suivi de leurs athlètes également. Est-ce que TR Cheer envisage d'autres projets? À long terme, ils aimeraient ça avoir leur propre bâtiment, en fait, pour avoir encore plus de local, plus d'espace et que le travail se fasse de façon différente, c'est un peu plus facile. Et ils aimeraient ça aussi se rendre au niveau de compétitionner contre les équipes américaines qui ne sont pas dans la même catégorie qu'eux pour se rendre au meilleur niveau au monde et être une des meilleures associations au monde aussi. Fort intéressant. Merci beaucoup, Alicia. Je
suis maintenant en studio avec Yaël Masse-Boursier. Bonjour Yaël. Bonjour Simon. Tu as réalisé une entrevue avec un dénommé Patrick M. Hoff. Qu'est-ce que tu as appris? Alors Patrick Emhoff est l'entraîneur-chef de l'équipe basketball du Cégep de Jonquière et j'ai beaucoup appris sur la santé mentale et physique des joueurs, comment on les prépare pour les compétitions. Dans un sport comme le basketball, c'est quoi l'importance qu'on accorde à la santé physique des joueurs? La santé physique est très importante parce que, comme exemple, on va dire un peu contradictoire, on a vu des joueurs très importants comme Derrick Rose, un joueur professionnel de basketball jouant en NBA, voir sa carrière se conclure en quelques années à cause d'une blessure au genou et il n'a pas pu arriver et retourner à son niveau de jeu prime, comme on dit. Donc on fait attention le plus possible aux athlètes. On entend de plus en plus parler de santé mentale dans le sport. Est-ce que c'est nouveau de s'en préoccuper? Assez oui, même si pendant les années précédentes, on a vu quand même des gens faire attention à ça. Grâce aux mœurs et aux discussions qui évoluent dans la société actuelle, on va faire de plus en plus attention à la santé mentale des joueurs et des joueuses. On va faire en sorte qu'ils essaient de plus de parler à des professionnels, même si ce sont des athlètes, des jeunes athlètes qui ont les hormones dans le tapis et que c'est compliqué d'aller chercher et d'aller leur parler encore. Est-ce que tu peux maintenant me parler des ressources qui sont mises à la disposition des étudiants athlètes selon les niveaux? Bien sûr. Si on parle du secondaire, on va avoir 1 à 2 entraîneurs qui sont là pour l'équipe. Malheureusement, ça va être des entraîneurs qui ne sont pas payés, donc ils sont là volontairement. Quand on arrive au collégial, on va avoir des entraîneurs qui vont être payés et des entraîneurs-chefs surtout qui vont être payés avec 2-3 entraîneurs en plus. Là, ici, au Cégep de Jonquière, on a la chance qu'un des entraîneurs adjoints soit kinésithérapeute. Et on va avoir des physiothérapeutes qui vont être là du lundi au vendredi, fournis par le Cégep, ainsi qu'une psychologue. À l'universitaire, on va avoir la même chose avec des préparateurs physiques pour l'équipe personnellement. Et en NBA, c'est décuplé encore. On va avoir plusieurs préparateurs physiques pour un joueur, avec des psychologues, avec des kinésies, avec des physios et des entraîneurs pour chaque personne. En une phrase, qu'est-ce que l'avenir indique en ce qui concerne la santé au basketball? On espère le meilleur pour tous les joueurs et qu'on puisse finir avec des belles saisons. Grand merci Yaël. C'est plaisir. J'ai la chance de recevoir Alexis Gauthier-Gagné à l'émission. Bienvenue Alexis. Merci. Avant toute chose, j'aimerais qu'on définisse ensemble qu'est-ce que c'est un étudiant athlète. Oui, bien, un étudiant athlète, c'est un élève au cégep qui pratique un sport pour une organisation de son école. Donc, j'ai eu la chance d'interviewer 2 étudiants athlète, soit Raphaël Charbonneau, coureuse de cross-country au cégep de Jonquière, ainsi que Simon Cavette-Cohan, carrière pour les Cougars de Saint-Léonard à Montréal. On se doute bien que leur charge de travail doit être énorme, mais on parle de combien d'heures hebdomadaires? Oui, bien, Simon m'a confié qu'il avait 12 heures de pratique par semaine durant la saison, en plus des matchs qui sont soit le vendredi ou le samedi. En dehors de la saison, c'est des entraînements de musculation pas mal tous les jours. Quant à Raphaël, durant la saison, c'est environ 2 à 3 fois par semaine de course avec son équipe. Et en dehors de la saison, c'est pas mal tous les jours un entraînement. Quels moyens utilisent les cégepiens pour jumeler la classe et le terrain? C'est assez complexe comme sujet. Ils doivent vraiment prioriser les devoirs. Donc, les heures avec les amis, parfois, il faut les sacrifier. Parfois, le cellulaire aussi, il faut le lâcher. Parfois, les équipes, ils donnent des heures pour étudier aux étudiants pour optimiser leur temps. Raphaël m'a d'ailleurs confié que parfois, il fallait qu'elle esquive un entraînement quand c'était nécessaire, surtout considérant qu'elle est en technique, donc elle a encore plus d'heures de cours que la majorité des élèves qui pratiquent un sport. Tu as réalisé une entrevue avec 2 athlètes. Est-ce qu'ils jugent que leurs entraîneurs sont trop exigeants envers eux? Selon Simon, non. Ils sont pas trop exigeants. En fait, ce ne sont pas des profs, ce ne sont pas des parents. Leur but, c'est de gagner et de développer les jeunes. Donc, s'ils considèrent que faire 5 pratiques par semaine, c'est nécessaire, eh bien, ils vont le faire. Ce sont les élèves qui doivent suivre le rythme et non l'inverse. Pour terminer, j'aimerais savoir en quoi consiste la préparation mentale d'un élève athlète. Oui, ça, c'est aussi complexe. En fait, les matchs, en général, c'est le vendredi ou le samedi. Donc, les élèves doivent souvent mettre leur cerveau à off, comme on dit, et faire le match. Et quand ils reviennent à l'école, ils doivent remettre leur cerveau en marche pour l'école. Donc, c'est un jeu mental très complexe. Merci beaucoup pour ces infos, Alexis. Merci. Je suis maintenant rejoint par Maxime England pour discuter d'un sujet très pertinent. Bonjour, Maxime. Bonjour. La Fondation des pompiers du Québec a amassé une somme record cette année. J'aimerais que tu me dises à combien s'élève ce montant. Oui, donc les organisateurs ont été capables d'accumuler 87 000 $ cette année, ce qui est un record parce que dans les années précédentes, les montants variaient de 30 à 50 000 $, donc c'est presque le double que les montants habituels. Maintenant, j'aimerais savoir où sont acheminés les fonds accumulés. Donc, les fonds que la Fondation reçoit servent à financer les programmes de réadaptation. Ils servent aussi à financer les programmes de recherche et à acheter l'équipement nécessaire pour améliorer les soins pour les personnes, pour les victimes qui ont subi des brûlures graves.
Qu'est-ce qui fait en sorte que la cagnotte de cette année soit beaucoup plus grande que celle des années précédentes? J'ai parlé avec Frédéric Bilodeau, un des organisateurs du tournoi cette année, et il m'a dit que c'est surtout grâce au nombre de places disponibles pour héberger tous les pompiers. Dans le fond, le tournoi il change de ville à chaque année et ce n'est pas toutes les villes qui peuvent accueillir autant de personnes. Cette année, pour la deuxième fois en 31 ans, c'est Victoriaville qui accueillait le tournoi. Et Frédéric m'a dit qu'un nouvel hôtel avait été bâti peu de temps avant le tournoi, donc ça leur a permis d'accueillir 1500 pompiers. En plus, les pompiers, ils payent une certaine somme pour participer au tournoi de hockey. Donc, plus qu'il y a de place, plus qu'il y a de pompiers, et plus qu'il y a de pompiers, plus qu'il y a de fonds qui vont à la Fondation. Maintenant, en quoi consistent les préparatifs pour un événement d'une telle envergure? Frédéric m'a dit que lui et ses deux collègues ont commencé au mois de juin 2022, donc 11 mois à l'avance. Ils devaient d'abord réserver les hôtels et les arénas pour être sûr qu'il y ait assez de place pour tous les participants. Puis quelques mois avant le tournoi, c'est que le plus gros du travail arrive, ils doivent s'occuper avec les commanditaires. Merci, Maxime. C'est maintenant l'heure de recevoir le tout dernier collaborateur de l'émission, Olivier Lamoureux. Bienvenue à l'émission. Bonjour Simon. Tu as réalisé une entrevue avec Alexis Martini, qui est entraîneur adjoint de l'équipe de e-sports, précisément de Rocket League pour les Lynx du cégep Édouard-Montpetit. J'aimerais que tu m'expliques qu'est-ce que c'est Rocket League. Bien sûr. Donc, Rocket League, c'est un jeu vidéo de soccer à 3 contre 3 où les joueurs sont remplacés par des véhicules, où le ballon est surdimensionné et surtout où les lois de la physique sont mises à l'écart, car les véhicules sautent dans les airs, font des acrobaties et tentent de frapper le ballon le plus fort possible pour marquer plus de buts que leur adversaire. Qu'est-ce qui t'a incité à écrire à ce sujet? Eh bien, il s'agit donc d'un programme de sport électronique collégial. Aux yeux du grand public, on peut se demander c'est quoi la place du sport dans le sport électronique. Et c'est pour répondre à cette question que je me suis intéressé au sujet. Avec mon entrevue avec Alexis, j'ai pu découvrir plusieurs choses fort intéressantes. Entre autres, que les joueurs sous la supervision d'Alexis ont une séance de sport obligatoire par semaine inscrite à leur contrat avec le cégep. Dans ces séances de sport, ils améliorent leur forme physique, ce qui leur permet ensuite d'améliorer leurs réflexes en session d'entraînement. Et les réflexes sont extrêmement importants dans ce jeu compétitif comme Rocket League. Justement, à quoi ressemble le niveau de compétition pour les protégés d'Alexis Martini? Et donc, le programme des Lynx cégep Édouard-Montpetit participe dans la Ligue collégiale de sport électronique. Les Lynx sont tout de même à un niveau bien au-dessus de leur compétition dans cette ligue. Par contre, quand ils font des tournois à l'extérieur du contexte collégial et des joueurs professionnels participent à ces tournois, les joueurs se rendent compte assez rapidement que le niveau est bien différent. Comme dans n'importe quel autre sport, finalement, il y a de grandes différences entre les joueurs amateurs, les joueurs collégiales universitaires et les joueurs professionnels. En quelques secondes, Olivier, j'aimerais que tu me dises qu'est-ce qu'on souhaite à Alexis Martini et son équipe pour le restant de la saison? On souhaite aux Lynx de bien terminer leur saison après avoir passé les 2 premières rondes. Merci, Olivier. Grand merci. Bienvenue. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été présent à cette édition du Bulletin sportif sur le plateau. En mon nom personnel ainsi que celui de tous mes collaborateurs, on souhaite vous retrouver pour une prochaine édition. Au revoir.